Dans un quartier animé de Cotonou vivait une jeune fille nommée Aïda. Depuis son enfance, elle portait dans ses yeux une lueur particulière, celle de l'envie. Chaque fois qu'elle voyait une camarade arriver avec un nouveau sac d'école, une robe colorée ou des sandales étincelantes, son cœur se serrait. Elle n'arrivait pas à se contenter de ce qu'elle possédait. Même lorsqu'on lui offrait quelque chose, son esprit courait déjà vers ce que les autres avaient de plus beau, de plus brillant. Sa mère, Mariam, tenait un petit salon de coiffure au coin de la rue. C'était une femme courageuse, qui passait ses journées à tresser les cheveux des femmes du quartier. Le salon minuscule était empli de bavardages, d'odeurs de pommade parfumée et de rires féminins. Mariam travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa fille unique. Mais Aïda, malgré tous ses sacrifices, n'était jamais vraiment heureuse. À l'école, les autres enfants remarquaient son comportement. Quand une élève sortait un cahier neuf ou un stylo décoré, Aïda fixait l'objet avec intensité, comme si sa vie en dépendait. Souvent, elle finissait par dire « Je peux essayer ?» Mais lorsqu'elle obtenait ce qu'elle désirait, la joie ne durait jamais. Quelques jours plus tard, un autre objet captait son attention et l'histoire recommençait. Dans le quartier, les rumeurs circulaient. « Cette petite est trop gâtée !» disaient certaines voisines en secouant la tête. « Non !» répliquaient d'autres. « C'est sa mère qui la laisse trop faire. » Mariam entendait ces critiques et se sentait blessée. Elle se souvenait de sa propre enfance, marquée par la pauvreté. Elle n'avait jamais eu de jouets, ni de belles sandales. Elle s'était jurée de donner à sa fille tout ce qu'elle n'avait pas reçu. Mais à chaque fois qu'elle achetait une robe neuve, Aïda levait déjà les yeux vers ce que portait une autre fillette. C'était comme un feu qui ne s'éteignait jamais. Avec les années, Aïda grandit, mais son envie grandissait aussi. À 10 ans, elle ne se contentait plus de demander. Parfois, elle empruntait des objets et les rendait en retard, ou ne les rendait pas du tout. Les autres enfants commencèrent à l'éviter. Ils disaient entre eux « Attention, si tu joues avec Aïda, elle partira avec ton jouet. » Cette réputation la suivait comme une ombre. Pourtant, Aïda ne voyait pas le problème. Pour elle, vouloir ce que les autres avaient était naturel. Elle se disait « Pourquoi eux et pas moi ?» À la maison, Mariam essayait encore de la raisonner. Elle lui parlait doucement « Ma fille, le bonheur ne se trouve pas dans les objets. Si tu regardes toujours ce que les autres possèdent, tu ne verras jamais ce que toi tu as déjà. » Mais Aïda hochait les épaules, les yeux rivés sur les sandales brillantes d'une voisine. Un soir, alors que le quartier s'animait du bruit des motos et des appels des vendeuses, Mariam, fatiguée, soupira « Seigneur, aide-moi. Mon enfant a un vide dans son cœur que je n'arrive pas à combler. » Aïda, elle, ne voyait pas ce vide. Elle croyait seulement que si elle possédait les plus belles choses, elle serait enfin heureuse. Mais au fond d'elle, sans le savoir, elle marchait vers un destin bien plus sombre, tissé par son désir insatiable. À l'adolescence, l'envie d'Aïda devint encore plus pressante. Elle n'était plus seulement fascinée par les jouets ou les cahiers colorés, mais par tout ce qui brillait autour d'elle. Les boucles d'oreilles dorées de ses camarades, les sacs à main de ses voisines plus âgées, même les téléphones portables que certains adolescents exhibaient fièrement dans la cour de l'école. Quand une amie achetait une nouvelle robe, Aïda passait des heures à la complimenter, à la flatter, jusqu'à ce que l'autre finisse par céder et lui prêter la tenue. Mais bien souvent, Aïda trouvait une excuse pour ne pas la rendre. « Oh, je l'ai oubliée chez moi, je te la donnerai demain. » Demain se transformait en une semaine. Parfois, l'objet ne revenait jamais. Ses camarades commencèrent à se méfier d'elle. Les plus prudentes formaient de petits groupes pour la tenir à distance. Dans la cour, on chuchotait « Si tu veux perdre tes affaires, prête-les à Aïda. » Ces moqueries atteignaient son cœur, mais elle n'osait pas l'admettre. Elle se disait que les autres exagéraient, qu'ils étaient simplement jaloux d'elle. Et pour étouffer ce malaise, elle se concentrait encore plus sur ce qu'ils possédaient eux. Mariam, sa mère, voyait bien que quelque chose n'allait pas. Elle rentrait chaque soir du salon de coiffure, les mains fatiguées, le dos courbé, mais toujours avec un sourire pour sa fille. Pourtant, son cœur était lourd. Elle se souvenait des paroles des voisines. « Tu gâtes trop ton enfant, Mariam. Elle ne saura jamais se contenter. » Un soir, alors qu'elle préparait un simple repas de riz et de sauce, elle dit à Aïda « Tu sais, ma fille, quand j'étais petite, je n'avais même pas de chaussures. J'allais à l'école pieds nus. Pourtant, je riais avec mes amis. Le bonheur n'est pas dans les objets. » Aïda haussa les épaules, son regard glissant déjà vers les sandales argentées que portait une cousine, assise près d'elle. Mais ce fut une rencontre particulière qui allait changer sa vie. Un samedi après-midi, en se promenant au marché d'Antokpa avec sa mère, Aïda remarqua une vieille femme assise dans un coin, entourée d'objets étranges. Elle vendait des bijoux, des colliers de cori, des bagues ternies
et au milieu, une paire de sandales dorées étincelantes. Elles semblaient presque illuminer l'étal, comme si elles attendaient qu'on les remarque. Aïda s'arrêta net, ses yeux brillèrent. « Maman, regarde! Ces sandales sont magnifiques. Je les veux! » Mariam, fatiguée, secoua la tête. « Pas aujourd'hui. Aïda, nous sommes venus acheter du riz et de l'huile, pas des chaussures. » Mais la jeune fille n'entendait plus rien. Ses yeux restaient fixés sur les sandales, comme si elle l'appelait. La vieille femme, au regard perçant, sourit doucement. « Approche, enfant. Ces sandales ne sont pas comme les autres. Elles appartiennent à celles qui osent les porter. Mais prends garde. Chaque pas a un prix. » Aïda frissonna, mais son désir brûlait plus fort que l'avertissement. Elle s'agenouilla devant l'étal, caressa la surface dorée des sandales. « Je veux les essayer !» La vieille femme la fixa longuement, comme si elle sondait son âme. Puis elle dit d'une voix basse, « Alors marche, et vois ce que le monde t'offrira. » Aïda glissa ses pieds dans les sandales dorées. Elles étaient étonnamment légères, presque comme si elles s'adaptaient à elle. En se redressant, elle eut l'impression que tout autour d'elle changeait. Les passants du marché se retournèrent, certains la fixèrent avec admiration, d'autres murmurèrent entre eux. Une sensation étrange envahit son cœur. Pour la première fois, elle se sentait vue, admirée, enviée. Mariam, inquiète, fronça les sourcils. « Aïda, enlève ça. Nous n'avons pas les moyens d'acheter de telles choses. » Mais la vieille femme leva la main et dit calmement « Qu'elle les garde pour aujourd'hui. Le marché décidera du reste. » Aïda, ravie, accepta. Elle marcha à travers les allées et chaque pas semblait attirer l'attention. Les vendeuses lui souriaient, les enfants s'écartaient pour la regarder passer. Même les hommes tournèrent la tête. Elle avait l'impression d'être devenue une princesse. Ce soir-là, en rentrant au quartier, elle refusa d'enlever les sandales. « Maman, regarde comme elles sont belles. Quand je les porte, tout le monde me remarque. » Mariam soupira. « Méfie-toi, Aïda, tout ce qui brille n'apporte pas le bonheur. » Mais Aïda n'écoutait plus. Son cœur battait vite, grisé par cette nouvelle attention. Les jours suivants, elle continua de porter les sandales. À l'école, ses camarades, d'abord surprises, commencèrent à la traiter différemment. Certaines l'invitaient dans leur groupe. D'autres la complimentaient. « Tes sandales sont incroyables. Où les as-tu trouvées ?» Aïda souriait, savourant chaque mot. Elle se disait enfin « C'est mon tour d'être admirée. » Mais rapidement, elle remarqua un détail troublant. Chaque fois qu'elle recevait un compliment, elle ressentait une petite perte en elle, comme si un souvenir s'effaçait. Un jour, en voulant se rappeler le nom d'une ancienne camarade de classe, son esprit resta vide. Un autre soir, elle oublia un chant qu'elle aimait fredonner avec sa mère. Elle secouait la tête, pensant que ce n'était rien. Après tout, que valaient quelques souvenirs comparés à l'admiration des autres? Pourtant, sa mère l'observait avec inquiétude. Mariam voyait sa fille changer. Aïda riait moins avec elle, passait des heures devant le miroir, testant ses pas comme une reine, et surtout, elle semblait parfois perdue, comme si elle cherchait un mot ou une pensée qu'elle n'arrivait plus à retrouver. Une nuit, alors que tout le quartier dormait, Mariam surprit sa fille debout dans la cour, fixant ses sandales comme si elle murmurait. « Aïda, que fais-tu dehors ?» La jeune fille leva les yeux, ses pupilles brillantes sous la lune. « Elles veulent que je marche, maman. Quand je marche, tout le monde m'admire. Tu comprends ?» Mariam sentit un frisson la parcourir. Elle comprit que ces sandales n'étaient pas un simple bijou de marché. Quelque chose de plus sombre s'était accroché à sa fille. Au matin, Mariam se rendit discrètement au marché pour retrouver la vieille vendeuse. L'étal était toujours là, mais la femme semblait différente. Son regard, profond, paraissait connaître déjà les questions que Mariam n'avait pas encore posées. « Vous, » murmura Mariam, « qu'avez-vous donné à mon enfant? Depuis qu'elle porte vos sandales, elle change, elle oublie des choses, elle parle comme si elle l'appelait. » La vieille femme hocha la tête avec gravité. « Ces sandales ne sont pas maudites, mais elles révèlent ce qui dort dans le cœur. Ta fille porte en elle une soif d'admiration qui la dévore. Les sandales amplifient ce désir. Chaque regard qu'elle récolte, chaque jalousie qu'elle suscite, lui coûte un souvenir. « Alors enlevez-les !» supplia Mariam. « Je ne peux pas. Elle seule doit choisir de s'en détacher. Sinon, elles feront d'elle une reine vide, admirée de tous, mais étrangère à elle-même. » Mariam rentra bouleversée. Elle tenta de raisonner Aïda. « Ma fille, ces sandales ne sont pas pour toi. Elles prennent quelque chose de précieux que tu ne vois pas. » Mais Aïda éclata de rire, insouciante. « Tu exagères, maman! Regarde! Grâce à elle, tout le monde me respecte. Toi-même, tu souffrais que les voisines te critiquent. Maintenant, elles m'admirent. Nous ne sommes plus les petites qu'on méprisait. » Les semaines passèrent. Aïda devint la coqueluche du quartier. On l'invitait aux fêtes, on lui offrait des cadeaux, on lui demandait conseil sur la mode. Mais plus elle brillait aux yeux des autres, plus
plus son regard devenait vide. Ses amis d'enfance ne la reconnaissaient plus. Un soir, sa cousine entra dans sa chambre et la trouva assise devant un miroir, répétant inlassablement « Je suis belle !»« Je suis admirée. Je suis belle. » Mais dans ses yeux, il n'y avait plus l'éclat d'une enfant heureuse, seulement une ombre. Peu à peu, Aïda commença à oublier des choses essentielles. Elle ne se souvenait plus du goût du plat préféré que sa mère lui cuisinait. Elle ne se rappelait pas le prénom de son instituteur qui l'avait encouragée à lire. Un jour, elle confondit même le visage de sa propre tante. Mariam pleurait en silence. Elle priait chaque soir, demandant à Dieu de sauver sa fille de cette emprise. Mais Aïda, enfermée dans son illusion de gloire, refusait d'écouter. Puis vint une grande fête dans le quartier. Tout le monde en parlait depuis des semaines. Musique, danse, concours d'élégance. Pour Aïda, c'était l'occasion rêvée d'être au sommet de l'attention. En entrant dans la cour illuminée, ses sandales dorées étincelèrent tous les lampions. Les regards se tournèrent vers elle, les conversations s'arrêtèrent. Les téléphones se levèrent pour filmer son entrée. Aïda souriait, grisée par cette marée d'admiration. Elle se disait « Enfin, je suis la reine de ce quartier ». Mais alors qu'elle dansait au centre, une sensation étrange la saisit. Ses jambes devinrent lourdes, comme si les sandales s'enfonçaient dans le sol. Autour d'elle, les rires se transformèrent en murmures. Les gens la regardaient toujours, mais cette fois avec peur. « Regarde ses yeux !» chuchota une femme. Dans le reflet d'un miroir accroché près de la piste, Aïda vit son visage. Ses pupilles n'étaient plus noires, mais dorées, brillant d'une lumière inquiétante. Un frisson glacé parcourut son corps. Elle voulut détourner les yeux du miroir, mais son reflet la retenait, comme si le verre l'aspirait. Son sourire figé paraissait étranger, monstrueux. Les invités reculaient peu à peu, murmurant des prières. « Que se passe-t-il avec elle ?» demanda une voix tremblante. « Ce ne sont pas des sandales normales », répondit un vieil homme en secouant la tête. Aïda voulut fuir, mais ses pieds semblaient collés au sol. Chaque mouvement faisait résonner un bruit métallique, comme des chaînes invisibles. Elle cria « Aidez-moi! Je ne comprends pas !» Mais personne n'osait s'approcher. Au milieu de la foule, Mariam surgit, le visage bouleversé. Elle se précipita vers sa fille, malgré les protestations. « Mariam, ne t'approche pas. Cet enfant est possédé !» Mais elle ne recula pas. Elle attrapa les épaules d'Aïda et la secoua. « Regarde-moi, ma fille! Regarde-moi, pas tes sandales !» Les yeux dorés d'Aïda croisèrent ceux de sa mère. Un instant, elle eut l'impression de retrouver quelque chose de familier, une chaleur qu'elle avait oubliée. Mais aussitôt, les sandales semblèrent resserrer leur emprise. Elle entendit un murmure au fond de son esprit, une voix douce mais terrible. « Continue de marcher. Chaque regard t'appartient. Tu es faite pour briller. » Elle ferma les yeux, secoua la tête. Mais les voix se multipliaient comme une foule dans sa tête. « Regarde comme il t'admire. N'arrête pas. Plus tu avances, plus tu deviens reine. » Mariam comprit qu'elle ne pouvait pas lutter seule. Cette nuit-là, après avoir ramené sa fille à la maison, elle se rendit chez un ancien du quartier, un homme respecté pour sa sagesse. Il l'écouta avec attention, puis dit « Ces sandales sont liées à un esprit ancien. Elles se nourrissent de l'envie et de l'orgueil. Si elle continue, elle oubliera jusqu'à son propre nom. Mais comment les enlever ?» demanda Mariam en larmes. Elle doit faire un choix, rejeter ce qu'elle croit être sa gloire et accepter de redevenir simple. Mais attention, l'esprit ne se laisse pas chasser facilement. Mariam repartit, le cœur serré. À la maison, Aïda dormait, les sandales toujours à ses pieds, comme soudées à sa peau. Dans son sommeil, elle murmurait des mots incohérents. « Je suis belle. Je suis reine. Tout le monde m'admire. » Au matin, elle se réveilla faible, ses yeux fatigués. Devant un bol de bouillie chaude que sa mère lui avait préparé, elle resta un long moment sans bouger, avant de demander d'une voix brisée « Maman, c'est quoi? Le goût de mon plat préféré déjà ?» Mariam sentit son cœur se fendre. Sa fille commençait à oublier jusqu'à sa propre mémoire affective. Alors, elle prit une décision. Elle irait chercher de l'aide plus loin, au bord de la lagune, là où vivait une femme que beaucoup craignaient, mais respectaient, Maman Ebo, la doyenne aux yeux clairs, connue pour parler aux esprits. Mariam guida sa fille jusqu'à la lagune. Le chemin était long, bordé de palmiers et de manguiers, traversé par des sentiers sablonneux où résonnaient les cris des enfants et les chants des vendeuses ambulantes. Mais plus elles avançaient, plus l'air devenait lourd, chargé d'une odeur d'algues et de sel. Aïda marchait difficilement. Les sandales semblaient peser de plus en plus, comme si elles s'enfonçaient dans la terre. Chaque pas résonnait, métallique, et des traces dorées restaient imprimées dans le sable. Mariam, serrant la main de sa fille, priait silencieusement. Elles atteignirent enfin une petite maison de bois au bord de l'eau. Devant, assise sur un tabouret, se trouvait une vieille femme à la peau ridée.
ses yeux étonnamment clairs, presque transparents. Autour d'elle brûlaient des bougies et des calebasses remplies d'eau étaient disposées en cercle. Mariam s'inclina avec respect. « Maman Ebo, j'ai besoin de votre aide. Ma fille est prisonnière de quelque chose que je ne comprends pas. » La vieille femme posa son regard sur Aïda. Ses yeux brillèrent d'une lueur étrange. « Je sais déjà, » murmura-t-elle. « Les sandales de l'héritière, elles sont revenues. » Mariam frissonna. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Ces sandales furent créées il y a longtemps par une femme qui voulait être reine. Elle voulait que chaque pas attire l'attention du monde. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que pour être admirée de tous, il fallait sacrifier ce qu'on avait de plus intime, ses souvenirs, son identité. Les sandales volent l'âme peu à peu. Aïda, tremblante, balbutia « Mais je ne voulais qu'on m'admire un peu? Je ne voulais pas perdre ma mémoire. L'envie est une flamme, » répondit maman Ebo. « Si tu la nourris, elle devient un incendie. » Elle demanda à Aïda de s'asseoir au centre du cercle de calebasse. Mariam resta à côté, le cœur battant. La vieille femme prit une poignée de sable de la lagune et la jeta sur les sandales. Une fumée dorée s'éleva aussitôt et Aïda se crispa, ses yeux se couvrant d'un voile brillant. Elle entendit de nouveau la voix, plus forte que jamais. « Ne les écoute pas. Continue de marcher. Tu es destinée à briller. Sans nous, tu n'es rien. » Aïda hurla et agrippa les bras de sa mère. « Maman, elle parlait. Elles veulent que je reste avec elles. » Maman Ebo s'approcha et posa ses mains sur la tête de l'adolescente. « Ce choix ne peut venir que de toi, enfant. Si tu veux rester reine aux yeux des autres, garde-les. Mais si tu veux redevenir toi-même, accepte d'être simple, accepte de perdre leur éclat. » Aïda tremblait, ses larmes coulant sur ses joues. Dans son esprit, deux voix s'affrontaient, celle des sandales, promettant gloire et regards éternels, et celle de sa mère, lui répétant « Le bonheur ne vient pas des objets. » « Que choisis-tu, Aïda ?» demanda maman Ebo d'une voix grave. Le silence pesait autour du cercle de calebasse. Le vent de la lagune soufflait doucement, soulevant les flammes des bougies, comme si les esprits attendaient eux aussi la réponse. Aïda respirait difficilement, ses mains tremblaient. Son regard passait du visage ridé mais serein de maman Ebo à celui de sa mère, plein de larmes et d'amour. Puis elle baissa les yeux vers ses sandales dorées. Elles luisaient d'une lumière étrange, comme si elles étaient vivantes, palpitaient au rythme de son cœur. Elle entendit de nouveau ce murmure obsédant. « Garde-nous! Tu es belle! Tu es reine! Sans nous, tu ne seras plus rien! » Aïda serra les dents. « Et si je vous enlève ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Alors tu redeviendras invisible, » répondit la voix. « Les gens cesseront de t'admirer. Tu ne seras qu'une fille ordinaire. Es-tu prête à perdre leur regard ?» Ses larmes redoublèrent. Toute sa vie, elle avait couru après ce regard, cette reconnaissance. Et pourtant, au fond d'elle, elle sentait une vérité douloureuse. Malgré tous ses compliments, malgré toutes ses fêtes, elle n'avait jamais été en paix. Elle pensa à sa mère, qui tressait des cheveux jour et nuit sans jamais chercher l'admiration de personne, mais qui restait respectée pour sa force et sa bonté. Elle pensa à ses souvenirs perdus, au visage qu'elle n'arrivait plus à reconnaître. Et soudain, la peur d'oublier. Totalement sa propre vie lui parut plus terrible que de perdre l'attention des autres. Alors elle cria d'une voix brisée « Je ne veux plus de vous! Je préfère redevenir moi-même. » D'un geste violent, elle tenta d'arracher les sandales. Au début, elle semblait collée à ses pieds. Elle hurla, ses jambes se tordaient de douleur. Une lumière dorée jaillit, aveuglante. Les bougies s'éteignirent toutes en même temps. Puis, dans un grand craquement, les sandales se détachèrent enfin et tombèrent au sol avec un bruit sourd. Elles se fendirent en deux, se transformant en poussière dorée qui se dispersa dans le vent. Aïda s'effondra dans les bras de sa mère, haletante. Ses yeux avaient retrouvé leur noir profond, mais ils étaient fatigués, comme marqués par l'épreuve. Maman Ebo s'approcha, son visage grave. Elle a choisi la vie, mais sachez-le, les sandales ont laissé une trace. Elle ne retrouvera jamais tous ses souvenirs. Ce vide en elle sera une cicatrice, un rappel. Mariam embrassa le front de sa fille. Peu importe, tant qu'elle est avec moi, tant qu'elle est vivante, je remercie Dieu. Aïda, encore tremblante, murmura « Maman, je suis désolée. J'ai couru après des ombres. J'ai cru que le regard des autres valait plus que ton amour. » Sa mère la serra contre elle. « Ma fille, même dans tes erreurs, je ne t'ai jamais cessé d'aimer. » Le ciel s'éclaircissait déjà, et sur la lagune, le soleil levant reflétait des teintes dorées. Mais cette fois, Aïda ne voyait plus la beauté dans l'or qui brille, mais dans la lumière simple du matin. Les jours qui suivirent parurent marqués par une lente guérison. Aïda, allongée sur une natte dans la maison familiale, reprenait ses forces. Elle n'avait plus les sandales, mais parfois, dans son sommeil, elle se réveillait en sursaut,
persuadée d'entendre encore ce murmure « Tu es reine, tu es belle ». Alors, sa mère accourait, posait une main rassurante sur son front et murmurait « Ce n'était qu'un rêve, ma fille, tu es libre maintenant ». Pourtant, la liberté avait un prix. Aïda le découvrait chaque jour. Elle oubliait encore des choses, le prénom d'une voisine, l'endroit où elle avait caché ses cahiers, parfois même des souvenirs d'enfance qui semblaient s'évaporer. Elle en pleurait souvent. « Maman, et si je ne redeviens jamais la même ? Tu n'as pas besoin de redevenir l'ancienne Aïda, répondait Mariam avec douceur. Tu dois devenir une nouvelle Aïda, une qui a compris ce que vaut vraiment la vie. Petit à petit, Aïda accepta cette idée. Elle commença à sortir de nouveau dans le quartier. Au début, les gens la regardaient avec curiosité. Certains chuchotaient encore « C'est la fille qui portait les sandales magiques ». Mais au lieu de fuir, Aïda les affrontait. Elle racontait son histoire à qui voulait l'entendre. Elle expliquait comment elle avait cru que l'admiration des autres allait combler son vide et comment cela l'avait presque détruite. Au marché, elle s'asseyait, parfois près des enfants qui couraient entre les étals et leur disaient « N'enviez pas ce que portent vos camarades. Ce que vous avez suffit. Ce n'est pas les sandales qui font marcher loin, mais vos propres pieds. » Certains riaient, d'autres écoutaient en silence. Peu à peu, les mères du quartier commencèrent à l'amener leurs enfants. Comme on amène quelqu'un écouter une leçon de vie. Aïda, sans le vouloir, devint une voix respectée. Un soir, en rangeant le salon de coiffure avec sa mère, elle dit « Tu sais, maman, je croyais que le bonheur, c'était quand tout le monde me regardait. Maintenant, je comprends que le vrai bonheur, c'est quand je peux regarder les autres sans envie. » Mariam sourit, des larmes aux yeux. « Tu es devenue plus sage que moi, ma fille. » Le temps passa. Aïda ne retrouva jamais tous ses souvenirs perdus, mais elle apprit à vivre avec cette cicatrice invisible. Elle l'appelait « ma leçon ». Chaque fois qu'elle voyait un enfant fixer avec convoitise l'objet d'un autre, elle posait doucement sa main sur son épaule et racontait son histoire. Et bientôt, au lieu d'être la fille aux sandales, Aïda devint celle qui enseigne. Les anciens du quartier eux-mêmes disaient « Cet enfant a transformé sa malédiction en bénédiction pour nous tous. » Mais dans les nuits silencieuses, quand la lune se reflétait sur la lagune, Aïda croyait parfois voir une silhouette assise au loin, une vieille femme au regard perçant, semblable à celle qui lui avait donné les sandales. Était-ce son imagination? Était-ce l'esprit des sandales qui rôdait encore, cherchant une nouvelle victime? Elle n'en parla jamais à sa mère. Elle se contentait de serrer son pagne contre elle et de répéter à voix basse « Je ne veux plus briller. Je veux seulement vivre en paix. » Un an passa. Aïda aidait désormais sa mère au salon de coiffure. Elle lavait les cheveux, préparait les peignes et accueillait les clientes avec un sourire sincère. Beaucoup de femmes, intriguées par son histoire, venaient autant pour se faire tresser que pour écouter ses paroles. « Dis-nous encore, Aïda, » disait une jeune maman en attendant sa tresse, « comment étaient ces sandales ?» Aïda répondait calmement. « Elles étaient à coup belles, trop belles pour être vraies, mais leur éclat m'a presque volé ma vie. La vraie beauté, ce n'est pas ce que tu portes à tes pieds, c'est ce que tu gardes dans ton cœur. » Les femmes hochaient la tête, impressionnées par cette sagesse dans la bouche d'une si jeune fille. Certaines rapportaient ensuite ces mots à leurs propres enfants, comme un avertissement. Peu à peu, Aïda, autrefois moquée et crainte, devint une figure respectée. Pourtant, dans ces moments de solitude, elle se souvenait encore du poids des sandales et des voix qui l'avaient séduite. Une nuit, en dormant, elle rêva de nouveau d'elle. Elle reposait à ses pieds, intacte, brillante. Elle lui disait « Reviens, tu nous manques. Avec nous, tu ne seras plus jamais ignorée. » Elle se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Mais cette fois, elle ne pleura pas. Elle alla s'asseoir près de sa mère, qui priait silencieusement, et dit d'une voix ferme « Maman, je n'ai plus peur. Même si elles reviennent, je ne les mettrai plus jamais. » Les mois passèrent, et Aïda prit l'habitude de raconter son histoire aux plus jeunes du quartier. Elle le faisait au marché, assise sur un tabouret, les mains posées sur ses genoux. Les enfants, curieux de ses cicatrices de mémoire, s'asseyaient en cercle autour d'elle. « Écoutez bien, disait-elle, je voulais toujours ce que les autres avaient. Je pensais que c'était ça le bonheur, mais plus je prenais, plus j'avais faim. Et puis un jour, j'ai porté quelque chose qui m'a presque détruite. Ne courez jamais après ce qui brille trop. Chaque cadeau a un prix. » Les enfants se taisaient, impressionnés. Certains riaient encore parfois, mais la plupart retenaient la leçon. Au fil du temps, le surnom qu'on lui donnait changea. On ne disait plus « la fille aux sandales maudites ». Mais puis Aïda la sage. Même les anciens du quartier venaient parfois l'écouter, hochant la tête devant sa maturité nouvelle. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Cotonou, elle dit à sa mère « Tu sais, maman, je ne serai jamais reine.
mais je préfère être une voix qui guide que des pieds qui brillent. » Mariam la prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu es plus qu'une reine pour moi, ma fille. Tu es ma victoire. » Et dans le silence du crépuscule, la lagune refléta les dernières lueurs dorées du jour. Mais Aïda n'y voyait plus une promesse trompeuse. Elle y voyait simplement la beauté d'un monde qu'elle avait enfin appris à aimer tel qu'il était. Avec le temps, Aïda trouva une nouvelle mission dans sa vie. Elle ne voulait pas seulement raconter son histoire, elle voulait en faire une arme contre l'envie qui, elle le savait, habitait bien des jeunes comme elle autrefois. Chaque semaine, elle se rendait au marché d'Antokpa, non plus pour admirer ou convoiter, mais pour parler. Les mères l'accueillaient, certaines avec leurs enfants, d'autres avec leurs adolescentes. On formait un cercle autour d'elle, entre les étals de poissons, de tissus et d'épices, et elle parlait d'une voix claire. « Ce que j'ai vécu, disait-elle, n'était pas un conte. L'envie m'a presque volé mon âme. Vous croyez que posséder ce que les autres ont vous rendra heureux? Moi, je l'ai cru. Mais chaque nouvel objet que je voulais était une prison. Un jour, un garçon lui demanda « Mais si tu pouvais remonter le temps, Aïda, tu ne prendrais pas quand même les sandales, juste pour goûter à la gloire ?» Elle sourit, tristement. La gloire qui vient des objets disparaît aussi vite que leur éclat. Ce que j'ai gagné aujourd'hui, personne ne peut me l'enlever. La paix dans mon cœur. Ces mots touchèrent profondément ceux qui l'écoutaient. Peu à peu, les moqueries s'éteignirent. Dans le quartier, on ne parlait plus d'elle comme d'une fille maudite, mais comme d'une jeune femme qui avait transformé sa douleur en sagesse. Mariam, fière mais humble, continuait à tresser les cheveux dans son salon. Parfois, elle regardait sa fille en silence, les yeux brillants. Elle se souvenait de toutes les nuits passées, à prier pour qu'Aïda échappe à son destin sombre. Et chaque fois qu'elle la voyait sourire aux enfants, raconter son histoire avec force, elle murmurait « Merci Seigneur, tu as changé ma douleur en bénédiction. » Mais au fond de son cœur, Aïda gardait une vigilance. Elle savait que l'envie ne disparaît jamais vraiment. Elle est comme une ombre qui attend le moment d'entrer dans nos pensées. C'est pourquoi elle répétait toujours à ceux qui l'écoutaient « L'envie ne s'éteint pas avec les objets. Elle ne disparaît qu'avec la gratitude. Apprenez à dire merci pour ce que vous avez, même si c'est peu. Car ce qui est peu, quand on l'aime, devient suffisant. » Les anciens du quartier commencèrent à dire « L'histoire d'Aïda doit être transmise. C'est une parabole vivante pour nos enfants. » Et ainsi, son nom, autrefois associé à la honte et au scandale, devint un symbole. Elle n'avait plus besoin de briller, car sa voix, elle, illuminait déjà ceux qui voulaient l'écouter. Un soir de saison des pluies, alors que la foudre déchirait le ciel au-dessus de Cotonou, Aïda se retrouva seule au marché. La plupart des vendeuses avaient déjà rangé leurs étals, mais elle restait là, assise sur son tabouret, les yeux perdus dans les flaques d'eau, où se reflétaient les lampes des stands fermés. Tout à coup, elle sentit une présence. Une silhouette se dessina sous la pluie battante, une vieille femme, enveloppée d'un pagne sombre, tenant une calebasse. Son regard perçant ressemblait étrangement à celui de la marchande, qui lui avait donné les sandales des années plus tôt. Aïda se leva d'un bond, son cœur battant. « C'est vous, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. La vieille esquissa un sourire. « Tu as bien grandi, enfant. Tu as choisi de rejeter l'éclat. Mais dis-moi, as-tu vraiment éteint la flamme de ton envie ?» Aïda déglutit. Elle sentit son ventre se nouer. C'était vrai. Parfois, face aux belles parures d'une cliente, ou lorsqu'elle voyait une autre jeune fille attirer l'attention, une pointe de jalousie renaissait en elle. Mais désormais, elle savait la reconnaître et la combattre. Alors elle répondit, la voix ferme malgré ses mains tremblantes. « Oui, l'envie me parle encore, mais je ne l'écoute plus. Elle est une ombre. Moi, j'ai choisi la lumière. » La vieille femme s'approcha, ses pieds nus éclaboussant les flaques. Elle tendit la calebasse. À l'intérieur brillait une poussière dorée, semblable à celle des sandales disparues. « Alors prends-la, dit-elle. Si tu es vraiment guérie, elle ne pourra rien contre toi. » Aïda fixa la calebasse. La poussière luisait, l'appelait, comme une promesse. Elle inspira profondément, puis referma la calebasse d'un geste décidé et la rendit à la femme. « Non, je n'ai plus besoin de ça. Je préfère rester simple. » Un silence pesa. La vieille la regarda longuement, puis éclata d'un rire étrange qui résonna entre les étals vides. Ses yeux s'illuminèrent une dernière fois, puis sa silhouette se dissipa dans la pluie, comme si elle n'avait jamais existé. Aïda resta seule, trempée, mais un sourire naquit sur son visage. Pour la première fois, elle sentit qu'elle avait vraiment gagné. Non pas contre les sandales, mais contre elle-même. Quand elle rentra chez sa mère, elle dit simplement « Maman, je crois que l'épreuve est finie. » Mariam, les larmes aux yeux, la serra dans ses bras. « Alors désormais, ma fille, ton histoire n'est plus une malédiction. C'est un héritage. »
Et ainsi, dans ce quartier de Cotonou, l'histoire d'Aïda fut transmise de génération en génération. Comme un conte, mais aussi comme un avertissement. L'envie est un feu qui dévore. Mais quiconque apprend la gratitude trouve une lumière qui ne s'éteint jamais. Après la saison des pluies, le quartier reprit son rythme. Les vendeuses étalaient à nouveau leurs pagnes. Les enfants jouaient entre les bassines d'eau et les motos zigzaguaient dans les ruelles. Aïda, forte de son histoire, décida de faire plus qu'avertir. Elle voulait bâtir quelque chose qui demeure. Elle parla à sa mère d'un projet simple mais ambitieux. Organiser, chaque samedi, une rencontre pour les adolescents du quartier. Pas une leçon sévère, non. Un moment de partage, de musique, de rire, où l'on apprendrait à se contenter, à créer avec ce qu'on a. On pourrait l'appeler le cercle de la gratitude, proposa-t-elle. Mariam sourit. Ta voix a guéri plus de cœurs que tu ne le crois. Fais-le, ma fille. Le premier samedi, ils furent 6 à venir, 2 garçons turbulents, une collégienne timide, une vendeuse d'arachides curieuse et 2 cousines qui n'avaient pas osé s'asseoir d'abord. Aïda posa au centre un panier vide. Voilà notre symbole, dit-elle. On le remplit d'idées, pas d'objets. D'aujourd'hui à demain, chacun dépose dedans une chose qu'il sait déjà faire. Une parole qu'il peut offrir, un service qu'il peut rendre. Ce panier, c'est la preuve que nous avons tous quelque chose à donner. Les enfants rirent, sceptiques, mais jouèrent le jeu. L'un promit d'apprendre aux plus jeunes à réparer un cerf-volant, une autre de prêter ses cahiers à une camarade. La collégienne timide, prénommée Léo, glissa un petit papier. « Je peux chanter pour calmer les bébés. » Ben néné. Aïda lui sourit si doucement que Léo baissa les yeux en rougissant. Au fil des semaines, le cercle grandit. On apporta un djembé, puis un vieux poste radio qu'un voisin accepta de prêter les samedis. On improvisa des ateliers, couture de pagnes usées, recettes de pâtes de maïs, réparation de sandales ordinaires. Le salon de Mariam prêta sa cour quand il pleuvait. À chaque début de rencontre, Aïda racontait une courte parabole tirée de sa propre histoire. Comment un regard peut être un piège, comment une parole sincère peut éteindre une jalousie, comment un compliment vrai nourrit mieux qu'un objet. C'est alors qu'apparut Mireille. Elle avait 16 ans, des yeux sombres et un sourire franc. Mais derrière ses rires, on devinait une tension. Elle observait Aïda avec une curiosité mêlée de défi. Un samedi, après la séance, elle resta en arrière. « Aïda, dit-elle, je crois que ton histoire n'est qu'un conte pour faire peur aux enfants. On n'est pas des bébés. » Aïda hocha la tête, sans se fâcher. « Peut-être. Dis-moi ce qui te tracasse. » Mireille haussa les épaules, hésita, puis lâcha d'une traite. « Je veux chanter. Je veux que tout le monde m'écoute. Et j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider. Une femme. » Elle m'a montré un collier. Elle dit qu'il attire les regards, comme un aimant. Un frisson monta le long de la nuque d'Aïda. Les mots revinrent comme une vague. Attirer les regards. Où l'as-tu rencontrée? Près de la lagune. Elle m'attend samedi soir. Elle m'a dit que je devais venir seule. Aïda sentit la pluie ancienne battre à nouveau sur son cœur. Elle respira. Viens chez moi demain, avant la tombée du jour. On ira ensemble. Le lendemain, le ciel était clair. Mireille arriva, déterminée, mais ses doigts tremblaient. Mariam leur prépara du thé. Avant de partir, Aïda ouvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des corisses, un ruban rouge et un morceau de toile grossière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mireille. « Ce sont des rappels, » répondit Aïda. « Pas des talismans, des signes que la valeur ne se porte pas au cou, mais s'attache à ce qu'on choisit. » Elles marchèrent jusqu'à la lagune. Le vent portait une odeur d'algues et de bois mouillé. Au bord de l'eau, une femme attendait, drapée d'un pagne vert qui se confondait presque avec la lumière sur l'eau. Son sourire était accueillant, ses yeux très calmes. « Mireille, tu n'es pas venue seule, » dit-elle sans agressivité. « Je ne marche plus seule, » répondit Mireille, jetant un coup d'œil à Aïda. La femme sortit un collier de coquillages. Il n'avait rien d'extraordinaire, et pourtant il paraissait plus beau que tous les bijoux du marché. « Mais mets-le, » proposa-t-elle. « Tu verras, ta voix portera. Les gens s'arrêteront quand tu chanteras. C'est un simple appui. Rien n'est gratuit, mais rien n'est lourd. » Aïda avança d'un pas. « Rien n'est gratuit, » répéta-t-elle doucement. « Quel est le prix ?» La femme inclina la tête. « Le prix, c'est un peu de souffle. Il se renouvelle. Tu le sais, Aïda, tu l'as appris. » Le nom prononcé comme une confidence. Aïda sentit la mémoire se tendre, chercher des repères. Elle posa sa main sur l'épaule de Mireille. Le souffle revient, c'est vrai, mais pas pareil. On croit donner un soupir, puis on cède une chanson, puis une voix. On s'éteint en s'entendant. La femme au pagne vert sourit. « Tu t'es relevée, Aïda. Pourquoi empêcherais-tu une autre de briller ?» Mireille regarda tour à tour le collier, la lagune, puis Aïda. Dans ses yeux, l'ambition flamboyait, mais une peur discrète l'abordait.
Je veux qu'on m'écoute, dit-elle, presque en larmes. À la maison, on me coupe. À l'école, on se moque. Je veux qu'une fois, on se taise quand je chante. Aïda hocha lentement la tête. Alors chante maintenant. Sans collier. Ici. Et nous, on t'écoute. Elle se tourna vers l'eau, fit signe à Mireille de se placer et s'agenouilla, comme on le ferait devant une scène. Mariam, arrivée plus tard, se posta à côté, mains jointes, prête à être le public le plus attentif du monde. La femme au pagne vert croisa les bras, intriguée. Mireille inspira. Sa voix d'abord trembla, puis s'ouvrit comme une porte sur un matin neuf. Un chant simple, appris des grands-mères, qui disait la pluie, la patience et les récoltes. Les mots montèrent au-dessus de la lagune, portés par le vent. Quand le dernier son s'éteignit, on entendit seulement le clapotis de l'eau. « Tu vois » murmura Aïda, « on t'a écouté. »« Sans collier !» Mireille éclata en sanglots, libérée. La femme au pagne vert regarda longtemps la jeune fille, puis rangea le bijou. « Le désir n'est pas un mal, » dit-elle doucement. « Mais il faut qu'une voix vienne d'un cœur rempli, pas d'un cou chargé. » Elle s'éloigna, s'effaçant dans la chaleur vibrante de l'air, comme la pluie d'un rêve qui s'éloigne au réveil. Aïda resta face à Mireille, essuyant ses larmes d'un coin de pagne. « Si tu le veux, viens au cercle de la gratitude. Tu chanteras chaque samedi. Je t'y réserve la première place ?» Mireille rit, à travers les larmes. « Et je viendrai avec d'autres. Il y en a tant qui veulent qu'on les entende. » Ce soir-là, le cercle grandit encore. On décida d'ajouter une scène. Un coin de cour, 3 briques, un pagne tendu en fond, un tabouret. Les enfants proposèrent un rituel. Avant de parler ou de chanter, chacun posait la main sur le panier vide et disait, à voix haute, une chose pour laquelle il était reconnaissant. Les phrases d'abord timides devinrent claires. « Merci pour ma grand-mère qui m'a appris à lire. Merci pour le bol de Gary de ce matin. Merci pour mes sandales bleues, même si elles ne brillonnent pas. » À ces mots, plusieurs têtes se tournèrent vers Aïda. Elle sourit et ferma les yeux un instant, comme pour bénir la simplicité d'une phrase d'enfant. Le succès du cercle fit des jaloux. Certains dans le quartier chuchotaient que ces rencontres détournaient les jeunes de l'ambition, qu'on les habituait à se contenter de peu. Un commerçant, irrité de voir ses nièces y courir, apostropha Aïda au marché. « Tu veux les garder petites ! On a besoin de gens qui visent haut, pas d'enfants qui disent « merci pour des miettes ». Aïda l'écouta, puis répondit calmement. « Viser haut n'exclut pas de savoir dire merci en chemin. La gratitude n'est pas une chaîne, c'est un ancrage. Sans elle, on dérive. » Le commerçant tourna les talons, grognon, mais plusieurs mères qui avaient entendu acquiescèrent. L'une d'elles déclara « Quand mes filles reviennent du cercle, elles partagent sans réclamer. Ça vaut plus qu'un bijou. » Au salon, Mariam remarqua que les clientes ne demandaient plus seulement des tresses, mais des conseils. Certaines confiaient leur drame d'envie. Une sœur jalouse d'une autre, une voisine obsédée par les pagnes neufs, une adolescente qui cachait les cahiers d'une camarade. Aïda écoutait sans juger, puis proposait de petits gestes à poser. Écrire une lettre de gratitude, offrir un service à celle qu'on jalouse, raconter un souvenir heureux pour nourrir la mémoire au lieu de la perdre. Elle appelait ces gestes les contrepas, l'art de marcher à rebours de la tentation. Un jour, Léo, la collégienne timide, ne vint pas. Puis elle manqua un second samedi. Inquiète, Aïda se rendit chez elle. La porte était entr'ouverte. L'intérieur sentait la fumée et l'huile chaude. Léo était assise par terre, entourée de tissus étalés. « On m'a proposé un travail ?» dit-elle sans lever les yeux. « Une dame riche. Garder ses pagnes, choisir ses bijoux, l'aider à s'habiller pour ses fêtes. Elle dit qu'en échange, je pourrais porter ses robes quand elle n'en aura plus besoin. »« Ça te semble un bon échange ?» demanda Aïda. Léo haussa une épaule. « Est-ce mieux que rien? Et puis, j'aurai de belles photos. » Aïda s'assit à côté d'elle, prit entre ses doigts un tissu bleu. « Tu as une voix qui calme les bébés. Tu as cousu ce pagne à la main. Tu as rempli le panier tant de fois avec des choses que toi seul sais faire. Tu crois qu'emprunter la lumière de quelqu'un d'autre t'aidera à grandir? » Léo tordit ses doigts. « Je veux qu'on me voie. Alors viens samedi. C'est nous qui te verrons. Et si cette dame tient vraiment à toi, elle acceptera que tu ne sois pas son ombre. » Léo revint. Le samedi suivant, elle présenta une petite couture de pagne recyclée qu'elle avait transformée en sac. Les enfants applaudirent. Une femme du quartier lui commanda 3 sacs pour sa boutique. Léo pleura, de joie cette fois. Elle comprit que l'on peut être regardé pour ce que l'on crée, pas pour ce que l'on emprunte. Les saisons passèrent encore. On organisa une fête du quartier, non pas de l'élégance, mais de la reconnaissance. Chaque famille venait avec un objet simple qui racontait une gratitude. Un mortier légué par une grand-mère, une photo froissée d'un oncle, une cuillère en bois réparée 10 fois, un cahier rempli de fautes, mais témoin d'efforts.
Au centre, on posa un panier vide. Les enfants rirent. « Il n'est pas vide, il contient toutes les choses que vous ne voyez pas », cria Mireille, devenue la meneuse des chants. Ce soir-là, Aïda chanta aussi, pour la première fois depuis longtemps. Pas pour être admirée. Elle chanta doucement, une berceuse que sa mère lui avait apprise et qu'elle croyait avoir oubliée. Les paroles revinrent par bribes, comme des oiseaux qui retrouvent le chemin du nid. Elle s'interrompit, émue. « Je pensais l'avoir perdue. » Mariam sourit, les yeux humides. La mémoire revient quand on la nourrit d'amour, pas d'orgueil. À la fin de la fête, un vieil homme, celui-là même qui avait murmuré jadis que les sandales n'étaient pas normales, vint s'asseoir près d'Aïda. « Tu as marché loin ?» dit-il. « Sans sandales qui brillent. »« J'ai appris qu'il existe des pas invisibles, » répondit-elle, « ceux qui conduisent les autres à se tenir debout. » La rumeur des tentations, comme la marée, revenait parfois dans le quartier. Un nouveau téléphone, une mode soudaine, un bijou chanceux. Mais désormais, il y avait des digues, des voix, des mains, des paniers vides à remplir d'offrandes simples. Quand une histoire de collier, de bagues ou de sandales circulait, on disait « Va voir Aïda, elle t'écoutera. Elle ne te jugera pas. Elle te racontera comment elle a failli se perdre et comment elle s'est retrouvée. » Et lorsqu'une enfant, fascinée par les paillettes, demandait « Pourquoi ne pas vouloir briller ?» Aïda répondait avec un sourire qui avait traversé l'orage. « Brille, oui, mais brille de l'intérieur. Que ta lumière soit une paix qui se partage, pas un miroir qui t'emprisonne. » Ainsi, dans ce coin de Cotonou, naquit une façon de marcher qui ne laissait pas de traces dorées sur le sol, mais des empreintes dans les cœurs. Les mères disaient « La malédiction d'Aïda a béni nos enfants. » Les enfants répondaient « Non, c'est Aïda qui a choisi la bénédiction. » Et la lagune, parfois, renvoyait des reflets d'or au crépuscule. On ne s'en méfiait plus. On y voyait le souvenir dompté d'un éclat ancien, tenu à distance par des mots simples, merci, partage, assez. Les années filèrent et le cercle de la gratitude devint une véritable tradition. Chaque samedi, on voyait affluer non seulement les enfants du quartier, mais aussi des adolescents venus de plus loin, parfois même d'autres communes de Cotonou. Les familles racontaient que leurs enfants rentrèrent différents, plus calmes, plus généreux, moins obsédés par ce qu'ils n'avaient pas. Un jour, un professeur d'école entendit parler du cercle et vint assister. Il resta assis en silence, observant les jeunes qui riaient, chantaient, partageaient leurs histoires. À la fin, il s'approcha d'Aïda. « Ce que tu fais ici, dit-il, a plus de valeur que 1000 leçons données à l'école. Tu transformes la jalousie en sagesse. Permets-moi d'inviter mes élèves ?» Aïda sourit, les yeux brillants. « Qu'ils viennent. Le panier est assez grand pour tout le monde. » Peu à peu, des conteurs, des musiciens, des tisserands vinrent eux aussi. Le cercle devint un lieu d'apprentissage où l'on transmettait non seulement des histoires, mais aussi des savoir-faire. On y apprenait à chanter, à réparer des objets, à cuisiner, à danser. Chaque samedi, le panier se remplissait de promesses et de dons simples. Mais avec ce succès grandissant, les tentations revinrent sous une autre forme. Un soir, un homme bien habillé, inconnu du quartier, s'approcha d'Aïda. Il parlait avec une voix douce, persuasive. « Tu as un don, jeune fille. Tu pourrais devenir célèbre, voyager, donner des conférences partout. Mais pour cela, il faut accepter de quitter ce petit cercle. Laisse-moi t'accompagner. Je te donnerai des vêtements, de l'argent, tout ce qu'il faut pour briller davantage. » Aïda resta silencieuse. Elle avait appris à reconnaître le parfum de l'orgueil dans les plus belles promesses. Elle pensa aux sandales dorées, à la poussière qui avait failli la consumer. « Merci, dit-elle poliment, mais ma place est ici. Je ne veux pas briller ailleurs si c'est pour éteindre la lumière de ceux qui m'entourent. » L'homme insista, mais les enfants, qui avaient entendu, se mirent autour d'elle comme une petite armée. L'un d'eux déclara « Elle est déjà notre reine, mais pas une reine qui commande, une reine qui partage. » L'étranger déstabilisé finit par s'éloigner. Cette nuit-là, Aïda s'assit seule au bord de la lagune. La lune dessinait une route argentée sur l'eau. Elle repensa à toutes les étapes de sa vie. Son enfance pleine de convoitises, les murmures des sandales, la douleur des souvenirs perdus, la peur puis la délivrance. Elle murmura une prière simple « Seigneur, garde mon cœur humble, que je ne cherche plus jamais à posséder ce qui ne m'appartient pas. » Et comme un écho, une brise légère passa sur son visage. Elle crut entendre, au loin, la voix de maman Ebo. « Tu as appris, marche sans fardeau. » Les vrais pas ne laissent pas de poussière dorée, mais une trace invisible que seule la mémoire des autres garde vivante. Au petit matin, elle retourna au salon de coiffure. Sa mère l'attendait déjà, peigne en main. Elles échangèrent un sourire silencieux. Entre elles, plus besoin de mots, tout était compris.
Le quartier, autrefois marqué par l'histoire d'une adolescente jalouse, était devenu un lieu où l'on racontait fièrement « Ici, nous avons appris qu'il n'y a pas de cadeaux gratuits. » Mais il existe un don qu'on peut multiplier sans jamais le perdre, la gratitude. Et Aïda, assise sur son tabouret de marché, entourée d'enfants qui riaient et chantaient, se disait que sa vie, brisée autrefois par l'envie, était devenue un chant simple et fort offert à tous.